Departments are expected to do it all. Interact with 15 different admin centers, pull reports from siloed data, onboard and offboard users from every corner of their organization, and more, all while maintaining security compliance. There's an easier way. CoreView is the leader in enterprise Microsoft 365 management. We help IT and security teams manage, secure, and optimize licenses for more than 5.5 million M365 users worldwide. With complex Microsoft tenants, challenges can quickly become unmanageable. CoreView imports every scrap of metadata from your M365 environment, plus any on-prem hybrid data, then organizes it into a single, fast, searchable database. So you can carve up the environment to create virtual tenants that limit what users can see. Next, apply super granular privileges to limit what each user can do. Proactively detect and correct common security gaps. Simplify IT tasks with reporting that lets you take action immediately. Track user licenses and adoption to maximize ROI. Join the 10,000 plus IT leaders already making Microsoft 365 administration simple. Donc un grand merci à CoreView, sans qui nous ne serions pas tous réunis aujourd'hui. Également un grand merci à Arilas Ikermoud qui va nous présenter donc la Power BI Roadmap et les dernières grosses innovations sur Power BI. Arilas, je te laisse la parole. Merci à toi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session Power BI fonctionnalité roadmap. Alors, je me présente, je suis Arilas Ikermoud, je suis avant-vente technique Power BI chez Microsoft France. Et du coup, un grand merci aussi à nos sponsors, donc Silver et Cœur, et nos sponsors Premium et Gold pour l'organisation de cette session, cet événement surtout. Et là, pour cette session, du coup, on va parler. Alors, les dernières fonctionnalités, je vous ai sélectionné 2 ou 3 fonctionnalités. Excuse-moi, Arilas, je vais juste te couper 5 secondes. Est-ce que tu peux juste repartager ton écran? C'est un sauté. Ah. Je vous prie de nous excuser pour ce petit contretemps, les aléas du direct. Ah. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. Je te laisse continuer. Excuse-moi de l'interruption. Alors, du coup, je vous ai sélectionné 2-3 fonctionnalités qui sont sorties là en septembre, sur lesquelles je voulais qu'on revienne assez rapidement. Et ensuite, on va passer à la roadmap. Alors, la roadmap Power BI, elle est publiée une fois par an. Elle est publiée sur 2 vagues, en fait. Il y a la première vague qui se termine là, ce mois-ci, en septembre. Et puis après, il y a la deuxième vague. Et au cours de chaque vague, en fait, il y a plein de fonctionnalités qu'on annonce et la date de sortie de chaque fonctionnalité. Alors, je vous ai mis un petit disclaimer tout en bas, en fait, parce que là, je vais annoncer des fonctionnalités roadmap. Alors, c'est de la roadmap publique, il n'y aura pas de... Tout ce que je vais dire est déjà annoncé, mais par contre, je vais vous annoncer les dates de sortie qui sont aussi publiques. Et parfois, il arrive chez Microsoft que des dates de sortie de fonctionnalités soient un petit peu décalées. Et du coup, on commence par les nouvelles fonctionnalités. Alors, la première nouvelle fonctionnalité dont je souhaitais vous parler, c'était les audiences multiples pour les apps Power BI. L'idée de cette fonctionnalité, alors c'est une fonctionnalité qui a été énormément demandée par nos utilisateurs, mais ça vient du fait qu'avant, dans Power BI, c'est un peu le cas aussi actuellement, c'est quand on publiait des rapports dans un espace de travail Power BI, cet espace de travail, on va choisir les rapports qui sont déjà terminés, qu'on souhaite un peu mettre en production, et on va publier une application qui va contenir les rapports qu'on souhaite publier. Une fois qu'on a publié cette application, on la partage à des personnes, toutes les personnes qui accèdent à l'application vont aussi accéder à tous les rapports qui se trouvent dans l'application. Et un des use cases qui était assez répandu, c'est qu'en fait, des utilisateurs souhaitent publier une application avec 10 rapports, mais par exemple, le rapport 1, 2, 3, il n'y aura que la population A qui aura accès, le rapport 3, 4, que l'autre population, ainsi de suite. Et là, avant, la solution de contournement, en fait, c'était de créer plusieurs espaces de travail. Chaque espace de travail, ensuite, on va créer une application. Là, depuis septembre, donc depuis à peu près un peu moins de 2 semaines, on a la possibilité de créer des audiences au niveau d'un espace de travail. Donc, au moment où on crée l'application, chaque audience va contenir des rapports et puis les personnes vont consulter les rapports via cette audience.
Ce qui fait qu'au lieu de créer plusieurs espaces de travail, plusieurs applications, en fait, on n'aura qu'un seul espace de travail, une seule application, et puis des rôles au sein de l'application. C'est un peu comme de la rollable security, mais au niveau des rapports d'un workspace. Deuxième fonctionnalité, alors il n'y a aucune transition entre mes slides, donc je vais passer de sujets extrêmement différents. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser au moment où je parle de la fonctionnalité. Autre amélioration, alors c'est l'amélioration de l'expérience Power BI dans Excel. Via un Excel, on peut se connecter à un jeu de données qui est publié sur le service Power BI. Avant, du coup, on n'avait que le jeu de données, le nom du jeu de données, le nom de l'espace de travail et l'honneur. Et maintenant, en fait, ça va un peu plus loin. On pourra afficher les tables qui sont contenues dans le jeu de données avant qu'on s'y connecte. On pourra afficher toutes les tables qui sont présentes dans un jeu de données. On aura aussi la liste des rapports qui sont plugués à ce jeu de données-là. Vous voyez le rapport, c'est une petite URL. Du coup, si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le rapport en question qui est branché sur ce dataset-là. Donc, grosse amélioration pour voir un peu c'est quoi toutes les tables qui sont contenues dans un dataset avant de s'y connecter. Autre fonctionnalité, pareil, qui est sortie il y a à peu près une semaine, c'est l'horizontal fusion. Alors, c'est une fonctionnalité qui va optimiser le direct query. Est-ce que direct query, ça parle à tout le monde? Donc direct query, c'est le fait de se connecter directement à une base de données sans qu'il y ait de données qui soient importées dans Power BI. Et en fait, le fonctionnement de Power BI, alors c'est une fonctionnalité en preview, du coup, faut la cocher. Le fonctionnement de Power BI, c'est qu'imaginons on est plein de visuels sur une page qui est branchée en direct query. À chaque fois qu'un lecteur va venir sur un rapport, en fait, chaque visuel va aller envoyer plusieurs requêtes SQL. Alors derrière, c'est du code DAX qui est traduit en SQL, donc il va envoyer des requêtes SQL à ma base de données, et parfois, il arrive qu'il envoie plusieurs requêtes SQL qui ont la même tête. Ce qui peut parfois, quand il y a plusieurs visuels sur une page, plusieurs lecteurs en même temps, ce qui peut causer parfois des files d'attente au niveau de la source de données, ou même le fait d'envoyer plusieurs requêtes, ça peut prendre un peu de temps, ce qui fait que le direct query avait parfois des performances un peu dégradées. Et là, l'horizontal fusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, au lieu d'envoyer plusieurs requêtes qui ont la même tête à ma source de données, je vais juste envoyer une seule requête qui sera exécutée au niveau de ma source de données, qui va me récupérer mes données, ce qui fait que ça ira beaucoup plus vite que le direct query actuel. C'est une case à cocher au niveau de Power BI des stats. Une fois que vous publiez vos rapports sur le service Power BI, si vous connectez un traceur sur votre source SQL, par exemple, vous allez voir la différence en termes de nombre de requêtes et en termes de temps de réponse. Alors, c'est aussi valable pour l'import, mais l'import, en fait, on ne verra pas beaucoup de différence en termes de performance, là où sur le direct query, on le verra directement. Et dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, qui est sortie aussi il n'y a pas très longtemps, c'est les cross-tenant datasets. C'est-à-dire que j'ai un dataset sur mon tenant A, en fait, je pourrais partager ce dataset-là à d'autres utilisateurs sur un autre tenant. Alors, bien sûr, il faut qu'ils soient invités sur votre tenant, ce sera des utilisateurs guest. On pourra leur partager le dataset et eux, de leur côté, ils pourront se connecter à ce dataset-là, créer leur rapport et puis potentiellement les publier sur leur tenant A. La sécurité est respectée. C'est encore de la preview, parce que ça vient juste de sortir, mais il y a énormément de cas d'usage où cette fonctionnalité peut être utile. Typiquement, une entreprise qui a plusieurs filiales et chaque filiale est sur un tenant séparé, c'est très compliqué de partager du contenu à ces utilisateurs-là. Là, avec cette fonctionnalité-là, on pourra leur partager un dataset et ils pourront créer eux-mêmes leur visualisation. Un autre scénario ou un autre use case, c'est par exemple en formation. Je suis formateur pour Power BI, j'arrive avec un jeu de données qui est sur mon tenant, en fait, je vais le partager à mes utilisateurs qui vont suivre la formation, du coup, et on pourra faire de la formation comme ça. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Ça va? Ça va? Ok. Alors, on va passer du coup à la première vague de lancement des fonctionnalités Power BI. La première vague, du coup, se termine fin septembre, donc il ne reste pas beaucoup de fonctionnalités qui vont sortir. Je vous en ai sélectionné 3. La première fonctionnalité qui va être assez importante, alors la preview est annoncée du coup fin septembre. Alors vous connaissez tous les pipelines de déploiement. Pipeline de déploiement, c'est un objet sur le service Power BI, c'est un artefact qui va nous permettre de faire passer des rapports ou des jeux de données d'un espace de travail vers un autre espace de travail. Ça va simuler une sorte de développement en mode environnement de dev
recette et production. Le fonctionnement actuel, c'est que je suis sur mon pipeline, je vais sélectionner les éléments que je souhaite pousser vers mon workspace de recette. Donc, je les pousse, échec ou réussite, ainsi de suite, et c'est tout. Là, avec cette nouvelle fonctionnalité, en fait, on va pouvoir garder l'historique des déploiements. C'est-à-dire que je suis développeur, je souhaite déployer du contenu. Au moment où je vais déployer, je vais déjà mettre un commentaire à mon déploiement pour dire, voilà, j'ai modifié telle page de rapport, j'ai ajouté tel rapport, j'ai rajouté un indicateur à mon dataset. Et ensuite, en fait, on va pouvoir retrouver tout l'historique de tous les déploiements qui ont été faits. Et du coup, on pourra voir, par exemple, l'étape l'étape à laquelle le déploiement a été fait. Donc, est-ce que c'est juste de ma dev vers ma recette ou de ma recette vers la prod? Qui a effectué le déploiement, l'heure du déploiement, le statut du déploiement, les commentaires mis par la personne qui a déployé et la liste des artefacts qui ont été déployés via ce pipeline de déploiement. Ensuite, autre fonctionnalité, c'est l'affichage des fichiers Power BI dans OneDrive et SharePoint. En fait, actuellement, quand vous déposez un fichier Power BI, qui est un fichier qui est une extension .pbx sur un OneDrive ou un SharePoint, vous voulez l'ouvrir pour aller voir un peu la visualisation, modifier la vise d'un rapport. En fait, vous êtes obligé de le télécharger, ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir Power BI Desktop d'installer sur votre machine pour l'ouvrir. Là, avec cette fonctionnalité-là, vous allez pouvoir ouvrir vos fichiers Power BI directement dans OneDrive ou dans SharePoint et pouvoir potentiellement le modifier si vous en avez besoin. Et pareil, la preview de cette fonctionnalité est prévue pour septembre. Du coup, là, à la fin du mois, normalement, on aura plein de fonctionnalités. La troisième fonctionnalité, c'est les mesures rapides en langage naturel. Alors, les mesures rapides, et c'est déjà une notion qui existe actuellement, hein, c'est que via Power BI Desktop, vous allez sélectionner le type de mesure que vous voulez faire, par exemple un year over year, vous sélectionnez year over year, vous choisissez, vous laissez poser le champ que vous voulez, sur lequel vous voulez appliquer un calcul, et puis derrière, Power BI Desktop va vous générer du code DAX, qui sera en fait juste la transcription de ce que vous lui avez, des questions que vous avez, pas des questions, des fonctions que vous avez sélectionnées en code DAX. Là, ce que vous allez faire plutôt, c'est de taper une question en langage naturel, et puis Power BI va se charger du code DAX et va le générer automatiquement pour vous. Cette fonctionnalité était censée arriver en août, d'où mon disclaimer du début sur les dates d'arrivée des fonctionnalités. Pour l'instant, je ne sais pas exactement du coup est-ce que ça va arriver en septembre ou pas, mais voilà, c'est une des grosses fonctionnalités qui va arriver sur Power BI Desktop. Est-ce que vous avez des questions sur la première vague ou pour l'instant ça va? Eh bien, parfait. Et bien, du coup, on peut passer à la deuxième vague. Donc, deuxième vague, première fonctionnalité qui va arriver en novembre 2022. Alors, c'est des nouvelles destinations des data flows. Les data flows, c'est ce qu'on appelle de la self-service data préparation, où en fait, c'est Power Query online. On va pouvoir appliquer des transformations et plein d'étapes de transformation à des données qui viennent d'une source particulière auxquelles les data flows ont accès. Donc, je vais appliquer toutes ces transformations-là. Et la destination d'un data flow, en fait, c'est une sorte de table d'entité sur le service Power BI, où réellement derrière, c'est juste un fichier qui est sur un data lake. Pardon. Ce data lake-là, par défaut, est managé par Microsoft. Si vous voulez, vous pouvez vous-même apporter votre propre data lake et stocker le résultat de ce data flow dans ce data lake. Là, on a annoncé des nouvelles destinations pour les data flows. Les nouvelles destinations, ça sera de l'Azure Data Lake, du CSV dans un SharePoint, par exemple, ou une Azure SQL database. Là, avec l'arrivée de ces nouvelles destinations, les data flows vont prendre un peu le rôle d'ETL plutôt, et ça sera plutôt de la self-service ETL, où on pourra aller se connecter à une source de données du type SQL Server ou n'importe quelle autre source de données, aller appliquer plein d'étapes de transformation via Power Query, et puis enregistrer le résultat dans, par exemple, une base de données Azure SQL DB. On aura plusieurs stratégies de mise à jour de mes données. Par exemple, je pourrais faire de l'annule et remplace, je pourrais faire juste de l'ajout. Et puis, bien sûr, une autre destination, que je n'avais pas dit, c'est Azure Data Explorer. Alors, à chaque fois, vous voyez, je vous ai mis des liens ici. C'est des liens qui vont vous mener vers la doc officielle où on annonce vraiment cette fonctionnalité avec plein de détails sur le fonctionnement exact.
Ensuite, autre fonctionnalité qui est très, 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 très attendue. La preview est prévue du coup en décembre de cette année, qui est en fait le fait de pouvoir créer, éditer des datasets Power BI sur le service Power BI. Actuellement, pour créer un rapport Power BI de A à Z, vous ne pouvez pas vous passer de Power BI Desktop. Power BI Desktop qui est le client lourd que vous devez installer sur votre machine. Donc, pour créer un rapport de A à Z, il faut le faire via Power BI Desktop. Il y a quelques briques de création de rapports qui sont déjà disponibles sur le service. Par exemple, tout l'aspect visuel, on peut le faire déjà sur le service Power BI. On n'a pas besoin de Power BI Desktop. Toute la partie préparation de données, donc la partie Power Query, est aussi disponible sur le service avec les data flows. Et là, maintenant, en fait, on aura la partie vraiment dataset qu'on pourra faire sur le service Power BI sans forcément passer par Power BI Desktop. Et typiquement, on pourra créer des mesures, rajouter de la sécurité de la RLS, créer des relations entre mes tables, et tout ça en mode SaaS sans forcément utiliser le Power BI Desktop. Typiquement, un des objectifs de cette fonctionnalité, c'est de remédier un peu à un usage pour des personnes qui soit ont des ordinateurs pas très puissants, et on sait tous que Power BI Desktop consomme quand même un peu de ressources sur la machine, ou des personnes qui ont qui sont sur des Chromebooks. Chromebook, normalement, c'est les ordinateurs de Google ou des Apple, parce qu'en fait, Power BI Desktop s'installe que sur Windows. Du coup, forcément, pour remédier à ce genre de cas, ce genre de scénario, cette fonctionnalité va beaucoup y contribuer. Une question. Bien sûr. Il me semble que pour le moment, enfin, c'était une fonctionnalité dans Power BI Premium où ça va arriver aussi pour tout le monde. Alors, pour l'instant, en fait, il y a des choses qui existent déjà, mais sur les data marts. Ouais, Alors, les data marts, je n'ai pas prévu d'en parler, mais je peux en parler assez rapidement. Les data marts, c'est une logique un peu de self-service data mart, du coup, mais réellement, c'est quoi? C'est on a des opérations de transformation de données, une sorte de TL. Réellement, dans les faits, c'est juste des data flows, où on va appliquer des transformations de données et on va les écrire sur résultat dans une base de données qui est un data mart. C'est une vraie base de données Azure SQLDB qui est managée par Microsoft. On va aller insérer ces lignes-là dans une base de données. On pourra créer des relations entre mes bases de données, mais au sens base de données. On pourra aussi créer des indicateurs DAX. On pourra créer de la RLS, mais ces indicateurs DAX et RLS, en fait, elles sont appliquées au jeu de données qui sera créé automatiquement au niveau des data. Ce jeu de données, en fait, automatiquement, il est branché en direct query sur le data. Par contre, si jamais on veut le faire sur un dataset, au sens vraiment de dataset et pas data mart, pour l'instant, c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que cette fonctionnalité va arriver. Et tu as raison, les data mart, c'est une fonctionnalité premium, c'est que sur des workspaces premium. Là, sur cette fonctionnalité-là, je me rappelle plus si c'est pour du pro et premium ou que du premium. Mais quand vous cliquez sur ce lien-là, en fait, vous allez voir est-ce que c'est premium ou pas. C'est vrai que j'aurais dû peut-être mettre toutes les fonctionnalités qui sont prévues en premium ou pas. Ensuite, alors les abonnements au rapport, actuellement, en fait, alors là, c'est les abonnements au rapport Power BI, pas au sens rapport paginé. Sur le rapport paginé, c'est déjà un peu possible. Mais sur les rapports Power BI, quand on publie un rapport sur le service, je suis un utilisateur final, je souhaite m'abonner. Alors, je peux très bien le faire, je m'abonne à mon rapport, je définis la fréquence à laquelle je souhaite recevoir mon abonnement ou mon rapport, du coup. Mais par contre, le problème ou le manquement qu'il y a, c'est que, imaginons, j'ai un rapport qui est worldwide, l'analyse des ventes worldwide, donc sur plein de pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les données de la France. Et je souhaite recevoir mon abonnement que sur les données de la France. Actuellement, les abonnements, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils vont vous envoyer l'export du rapport, alors soit en PDF, soit en PowerPoint, mais ils vont vous l'envoyer sur l'état qui a été configuré par le développeur, qui est l'état par défaut du rapport Power BI. Donc, si le rapport Power BI, il n'y a rien qui est filtré, l'export que je vais recevoir contiendra toutes les données. Là, avec cette fonctionnalité, je vais aller sur le rapport Power BI, je vais choisir un filtre particulier, donc je vais filtrer mon rapport sur la France, et je vais créer ma souscription qui va garder le filtre que j'ai appliqué. Donc, ça va garder un peu l'état actuel dans mon rapport, et les abonnements que je vais recevoir avec la pièce jointe, si j'ai choisi d'avoir une pièce jointe
qui a le rapport en PDF ou en PowerPoint, en fait, sera filtré sur ce que j'avais choisi. Du coup, je vais recevoir un abonnement qui est contextualisé par rapport à ma demande. Ensuite, autre fonctionnalité, toujours on va rester sur les exports Power BI. Actuellement, il y a une limitation quand on exporte un rapport Power BI, c'est sur les visuels personnalisés non certifiés. Il y a plusieurs types. Il y a 2 types de visuels. Il y a les visuels par défaut. Les visuels par défaut sont ceux que vous trouvez directement dans Power BI Desktop. Vous pouvez avoir aussi des custom visuels. Les custom visuels, il y a une galerie où il y a plein de visuels qui ont été publiés soit par Microsoft, soit par des partenaires, soit par des personnes de la communauté qui ont créé eux-mêmes des visuels. Et du coup, vous pouvez utiliser des visuels, donc des custom visuels qui viennent de cette galerie. Et sur les custom visuels, il y a aussi 2 catégories. Il y a des custom visuels certifiés qui ont suivi un processus de certification auprès de Microsoft. Et il y a des custom visuels qui ne sont pas certifiés. Et justement, c'est ces derniers-là qui posent souci, c'est-à-dire que si vous utilisez un custom visuel qui n'est pas certifié, sur le service Power BI, ça va s'afficher, il n'y aura aucun souci. Par contre, au moment où vous choisissez de l'exporter, en fait, vous allez exporter votre rapport PDF ou PowerPoint, vous allez voir du coup votre fichier exporté, il y aura tous les visuels, mais le visuel personnalisé qui n'est pas certifié, en fait, vous allez voir une croix dessus. Les visuels personnalisés non certifiés ne sont pas supportés dans des scénarios d'export. Et là, justement, avec cette fonctionnalité du coup qui arrivera en décembre en General Availability, en fait, on supportera aussi l'export des visuels personnalisés non certifiés. Parce que la solution de contournement actuellement, du coup, depuis très longtemps, c'était que les visuels personnalisés passaient le chemin de certification pour qu'ils soient certifiés comme custom vis. Là, du coup, ça ne sera plus nécessaire. Ensuite, en termes de gouvernance, alors la prochaine fonctionnalité aussi, ça va concerner la gouvernance. Là, sur cette fonctionnalité-là, c'est l'amélioration de la gouvernance des espaces de travail personnels. En fait, sur la logique du service Power BI, c'est qu'il y a une grosse collaboration, mais au sein d'espaces de travail. Par contre, chaque utilisateur de l'organisation, qu'il ait une licence Power BI ou pas de licence Power BI, possède son propre espace de travail, qui n'est accessible que par lui et où il peut publier des rapports Power BI autant qu'il veut. Donc là, en fait, il y aura une amélioration en termes de gouvernance de ces espaces de travail-là, où les administrateurs du service Power BI pourront se rajouter en tant qu'admin des espaces de travail personnels de chaque utilisateur. Soit parce qu'ils veulent débugger, il y a un rapport confidentiel qui a été publié, la personne a publié dans son espace de travail, puis elle est partie, il n'y a plus personne pour le récupérer. Donc, pour plein de ces scénarios-là, c'est une fonctionnalité qui sera très, très, très utile. Une autre aussi possibilité qui sera possible, du coup, c'est de pouvoir mettre tous les espaces de travail sur une capacité premium et de bloquer le retour à une capacité partagée. Alors, on peut le faire déjà actuellement, on peut mettre les espaces de travail personnels sur une capacité premium. Là, la logique de cette fonctionnalité, c'est que dans pas mal de domaines, il y a des restrictions qui font que... Alors, je ne vais pas plutôt le faire comme ça, je vais le faire autrement. C'est que, imaginons, je suis une organisation, j'ai mon tenant Power BI qui est, par exemple, qui est en Irlande. Ce qui fait que toutes mes données sont en Irlande. Imaginons, je suis une entreprise du domaine de la santé, j'ai des restrictions qui font que mes données ne doivent pas quitter la France. Là, la seule solution pour cette organisation-là, c'est d'avoir une capacité premium, de l'héberger en France et de mettre tous ces espaces de travail sur cette capacité premium-là. Et du coup, pour avoir pour couvrir, les espaces de travail personnels et surtout pour bloquer le fait qu'un utilisateur puisse faire machine arrière, en fait, là, on va ajouter la possibilité que tous les workspaces personnels soient rattachés ou soient backés à une capacité premium et de dire aux utilisateurs, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas, de bloquer la modification des espaces de travail personnels. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités, est-ce qu'il y a des questions sur cette fonctionnalité ou ça va? Non, ça va. Ok. Autre fonctionnalité, pareil, d'un peu de gouvernance, mais qui est... C'est une précédente fonctionnalité. Bon,
Après, ça dépend de la façon de travailler, mais moi je me dis à la base, dans l'espace de travail personnel, on n'est pas censé mettre des rapports qui seront utilisés par le reste de l'entreprise dedans, en fait. Et donc, peut-être, je sais pas, peut-être l'idée, c'est, on ne pourra pas empêcher les gens de mettre des rapports, disons, mais au niveau de l'entreprise, en tout cas, de mettre des règles en place, de telle sorte que des rapports qui doivent être consultés par d'autres personnes ne soient pas publiés dans ces rapports, dans cet espace personnel-là. Ça peut très bien être fait comme ça. Là, l'un des principaux problèmes, si je puis dire, c'est que on ne peut pas contrôler ce que les utilisateurs font. Du coup, on peut très bien dire oui, il ne faut pas le faire, mais il y aura toujours des utilisateurs qui vont le faire. Et dans certains domaines où ils ont énormément de règles de compliance sur la data, par exemple, l'exemple où les données ne doivent pas quitter la France, en fait, on ne sait pas ce que les personnes publient dans leurs espaces personnels. On leur donne la possibilité de le faire, mais il faut s'assurer que ces données-là restent en France. D'où le fait de pouvoir le mettre sur une capacité premium. Ensuite, du coup, autre fonctionnalité, mais qui est aussi super importante, c'est les paramètres du tenant Power BI. Actuellement, depuis toujours, en fait, le service Power BI est livré avec un ensemble de fonctionnalités, le publish to web, partager à des utilisateurs externes, inviter des externes, exporter des données en PDF, en CSV. Et en fait, toutes ces fonctionnalités-là sont paramétrables sur le tenant Power BI. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé à quoi ressemble un portail d'admin Power BI, mais en fait, vous allez voir toutes les fonctionnalités, et sur chaque fonctionnalité, vous pouvez choisir de l'activer, de la désactiver, ou de l'activer à certaines personnes, ou de la désactiver que à certaines personnes. C'est assez souple par rapport à ça. Par contre, c'est au niveau du tenant Power BI. Donc, ça va s'appliquer à toutes les capacités premium, à tous les workspaces qui se trouvent sur le tenant Power BI. L'inconvénient un peu avec cette méthode de faire, c'est qu'il n'y a pas assez de souplesse. Imaginons, il y a un paramètre que je souhaite bloquer au niveau de mon tenant Power BI. Je ne souhaite pas qu'il soit activé. Par contre, je souhaite donner la souplesse à d'autres personnes pour l'activer, mais sur un périmètre un peu plus restreint. Là, l'exemple, c'est que, en fait, on va donner un peu plus de souplesse, même si j'active ou je désactive un paramètre au niveau de mon portail d'admin Power BI, je pourrais autoriser ou laisser la possibilité à un admin de capacité de l'activer ou pas. Et pareil, je peux autoriser aussi l'admin d'un espace de travail à l'activer ou pas. C'est-à-dire que après, lui, il va choisir s'il souhaite l'activer ou pas. Mais c'est juste que, est-ce que je lui donne l'autorisation ou la possibilité d'activer cette fonctionnalité ou pas? Ce qui va donner un peu plus de souplesse sur certaines fonctionnalités qu'on souhaite ne pas activer au sein de l'organisation, mais sur certains espaces de travail, je souhaite quand même l'activer. On peut gérer ça via des listes et dire je le désactive pour tout le monde sauf pour telle personne. Et du coup, à chaque fois qu'il y a besoin de cette fonctionnalité, en fait, cette personne-là doit être dans tous les workspaces. Là, ce fonctionnement-là va rester, mais la logique, c'est un peu inversé. C'est je désactive ou j'active sur tout le tenant, mais sur certains périmètres, je pourrais l'activer. Et tous les utilisateurs qui sont dans ce périmètre-là pourront l'activer. Et bien sûr, vas-y. Une question en termes de gouvernance, parce que là, du coup, ça rajoute des strates. Microsoft a prévu un monito pour suivre ces éléments-là. Il y aura toujours le portail d'administration où on pourra retrouver quelle fonctionnalité on a activée. Quand on active une fonctionnalité, par exemple, on dit telle fonctionnalité, je les désactive, mais j'autorise l'admin de la capacité à le faire. Je suis censé connaître les admins de ma capacité et avoir aussi confiance en eux pour savoir si je l'autorise, s'ils le font ou pas. Mais si je n'ai pas confiance, du coup, je peux très bien la désactiver. Pareil au niveau de l'espace de travail. Donc, c'est pas que ça fonctionne un peu à la confiance, mais on va donner de la souplesse aux utilisateurs de le faire ou pas. Et dans tous les cas, tout est logué. Il y a toutes les logs sur le portail d'admin ou via les logs Power BI. Donc, à tout moment, je pourrais retrouver tout ça. Donc, via l'API de Microsoft, on pourra retrouver ces infos-là. Pour l'instant, cette fonctionnalité n'existe pas. Donc j'imagine que ça sera rajouté au niveau des API. Mais certainement, parce que pour le coup, tout ce qui se passe au niveau du service Power BI est logué. Donc, même ça, à un moment, j'aurais peut-être pas cette fonctionnalité est autorisée pour l'admin de ma capacité,
j'aurais peut-être pas ça, mais j'aurais l'admin de capacité à activer cette fonctionnalité. C'est plus dans ce sens. Donc, à tout moment, on pourra retrouver ce qui est utilisé ou ce qui n'est pas utilisé. Et c'est prévu du coup pour mars 2023, la prévue de cette fonctionnalité. Dernière fonctionnalité, j'ai été un peu rapide. C'est un outil de migration d'Azure Analysis Services vers Power BI Premium. Alors, Azure Analysis Services, pour faire un peu le parallèle, c'est le jeu de données Power BI. Donc, au lieu de l'héberger sur le service Power BI, ce jeu de données-là, vous pouvez l'héberger sur une technologie qui s'appelle Azure Analysis Services. Elle existe aussi on-prime, c'est SQL Server Analysis Services, c'est la même chose. Là, cet outil-là, il va vous permettre de migrer des jeux de données, des modèles de données qui se trouvent sur Azure Analysis Services, de les migrer vers des jeux de données Power BI Premium. Là, je vous ai mis un petit lien, alors je vous transmettrai les slides, mais alors, je ne peux pas cliquer là tout de suite. Mais réellement, en fait, derrière ce lien-là, il y a une vidéo qui montre comment fonctionne cet outil de migration. C'est super simple et super intuitif dans le sens où je vais me loguer. Je vais choisir une souscription Azure. Il va me lister tous les serveurs Analysis Services qui se trouvent et tous les modèles. Je choisis le modèle, je choisis le workspace. Alors, il faut que le workspace soit premium. Et il va me migrer mon jeu de données, mon modèle Azure Analysis Services, vers un jeu de données Power BI. Alors là, jusqu'à là, cette étape-là peut se faire. Alors pas via l'outil, peut se faire via un peu de scripting, et récupérer le fichier BIM, un backup restore que je restaure de l'autre côté. Là où cet outil va être utile, c'est qu'en fait, il va générer une URL de redirection, ce qui fait que tous les rapports, tous les fichiers Excel qui étaient déjà connectés à cet Azure Analysis Services seront automatiquement connectés au jeu de données Power BI Premium. Et du coup, derrière, est-ce que je pourrais enlever l'Azure Analysis Services Justement, c'est le but. C'est du coup, on migre de Azure Analysis Services vers Power BI et en Power BI. Faut entendre un désengagement sur cette partie. Non, pas du tout. Azure Analysis Services, c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Bon, il n'y a aucune date de dépréciation, ni même l'intention, à ma connaissance, que ça soit déprécié. Et surtout, en fait, il y a toujours des cas où Azure Analysis Services est très utile. Un des cas, imaginons, alors, en fait, je me lance exprès dans la comparaison, parce que je vois qu'il me reste un peu de temps, mais de comparer un peu Azure Analysis Services et Power BI Premium. En fait, quand on se met dans ce scénario de comparaison, on ne compare pas exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que Power BI Premium, ce n'est pas que le jeu de données. C'est les data flows, c'est les pipelines de déploiement, c'est le fait de partager à des utilisateurs qui n'ont pas la licence free. Mais si on se focus juste sur la partie dataset, imaginons, je suis une organisation, j'ai du Power BI Pro et que du Power BI Pro. Un dataset sur du Power BI Pro est limité à 1 giga. Si je veux plus que 1 giga, je passe sur une capacité premium. Soit un P1, là on est limité à 25 gigas, soit un P2 à 50 ou un P3 à 100. Imaginons du coup, je suis sur une organisation qui a que du Power BI Pro, j'ai besoin de datasets qui font plus que 1 giga. Là, je vais me poser la question, ok, est-ce que je vais aller sur Azure Analysis Services ou j'achète une capacité premium Power BI? Alors, ça dépendra de la taille de la capacité premium, ça dépendra de la taille de l'instance Analysis Services qu'on va créer, mais dans certains cas, on peut se dire, l'instance Analysis Services va me coûter moins cher, parce que le coût est déjà moins cher, je peux l'éteindre quand j'en ai pas besoin. Il y a plein de scénarios où l'Azure Analysis Services est très utile. Par contre, je suis une organisation, j'ai déjà du Power BI Premium. Donc, j'ai déjà la possibilité d'avoir des gros datasets. Là, pour le coup, est-ce que je vais aller sur Azure Analysis Services ? Je suis pas sûr de l'utilité d'aller sur Azure Analysis Services, là où vous payez déjà tout ce que peut offrir Analysis Services dans Power BI Premium. Du coup, là, il faut peut-être plutôt rester dans Power BI Premium. Et pour des clients qui ont commencé, il y a du Power BI Pro, qui ont des modèles Azure Analysis Services, à un moment,
ils sont passés sur du Power BI Premium, cet outil-là va leur servir pour se dire, OK, en fait, là, je peux migrer facilement et rapidement mes datasets ou mes modèles Azure Analysis Services. Je paye déjà un peu le service côté Power BI Premium, autant les rapatrier directement dans Power BI Premium. C'est plus dans cette optique-là. Du coup, si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. C'est la session de la build du mois de mai de cette année où ils ont annoncé cet outil-là, ils ont montré un peu la démo. Et pour terminer, je ne le vois pas très bien, moi non plus, je ne le vois pas très bien. C'est un peu dommage. C'est qu'en fait, là, la roadmap, en fait, il y a une page web où la roadmap Power BI est publiée, vous pouvez aller la consulter. Sinon, Microsoft a créé en fait une application Power BI que tout le monde peut télécharger directement depuis vos applications Power BI. Vous voyez, quand vous êtes dans les applications, vous avez un bouton Obtenir des applications. Vous avez plein d'exemples d'applications. Il y en a une en fait qui s'appelle Power BI Release Plan, où vous avez toutes les fonctionnalités Power BI qui vont sortir. Donc depuis... Oula. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais le faire plutôt comme ça. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités Power BI qui vont sortir. Pardon. Hop. Donc, toutes les fonctionnalités Power BI qui vont sortir et qui sont déjà sorties. Alors, celles-là, elles sont déjà sorties, mais là, vous avez celles qui vont sortir. Vous avez le statut de la fonctionnalité. Est-ce que ça sera de la preview, general availability? Est-ce qu'elle est déjà sortie? Vous avez toutes les fonctionnalités qui vont sortir par mois. Et pour le coup, c'est un rapport Power BI directement. Tout est filtrable. Vous pouvez filtrer sur un mois particulier pour voir directement sur la public preview. Et bien sûr, elle est accessible via le service Power BI. Là, je l'ai mis dans une slide PowerPoint justement pour vous parler aussi d'une autre fonctionnalité. Du coup, c'était la dernière fonctionnalité qui est l'add-in Power BI dans PowerPoint. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, vous pouvez toujours exporter un rapport Power BI dans PowerPoint. L'export est statique, il n'est pas dynamique. Depuis, du coup, ça a été sorti, il me semble, au mois de juin ou mai. Vous avez ce petit bouton que vous voyez ici qui va vous permettre en fait d'insérer un rapport Power BI de manière dynamique dans une slide PowerPoint. C'est-à-dire que là, je suis dans une slide, j'ai mon rapport Power BI, je peux filtrer, je peux faire toutes les interactions que je peux faire via le service, je peux les faire dans PowerPoint, ce qui va un peu nous éviter, vous savez, si jamais dans des scénarios, on fait des business reviews, par exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on a un rapport Power BI pour suivre nos chiffres. En fait, avant, ce qu'on faisait, on exportait des visuels, on faisait des screenshots des visuels dans des slides PowerPoint, on avait notre texte à côté, et ça, il fallait le faire chaque semaine pour récupérer les données actualisées. Et bien là, en fait, vous n'avez plus besoin de le faire ça, vous pouvez le faire directement de manière dynamique et de le faire qu'une seule fois surtout. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ma part, il me semble que j'ai terminé. Il me reste combien de temps? Il reste 5 minutes. Effectivement, si vous avez des questions dans la salle, en ligne, on n'en a pas. On n'en a pas? Est-ce qu'il arrive que Microsoft ajoute des fonctionnalités alors que ce n'était pas prévu dans la roadmap? Oui, c'est possible. Typiquement, les data mart n'étaient pas annoncés dans la roadmap. C'est des trucs qu'ils ne pouvaient pas communiquer dessus avant. Parfois, c'est pour avoir aussi un peu de surprise. Mais oui, parfois, il arrive qu'il y ait des fonctionnalités qui arrivent qui ne sont pas dans la roadmap. Vous avez aussi tout ce qui arrive sur Power BI Desktop, toutes les petites fonctionnalités de Power BI Desktop, possibilité de changer c'est n'importe quoi, mais possibilité de changer la couleur d'un visuel en se basant sur un indicateur. Ça, typiquement, on ne va pas le détailler dans la roadmap. Vous allez voir au moment où Power BI va sortir, la version de Power BI Desktop va sortir. Il y a un site qui s'appelle le blog Power BI, en fait, où à chaque fois qu'il y a une version de Power BI Desktop qui sort, on détaille tout ce qui sort comme fonctionnalité dans Power BI Desktop. Mais ça, typiquement, pareil, on ne peut pas le savoir tout le temps à l'avance. Plus de questions? Tout le monde est... un grand merci pour ton intervention, Arilas. Encore une fois, également, un grand merci à nos sponsors, merci à ceux qui étaient présents ici et ceux qui nous ont suivis en ligne.
Je vous invite à rester sur la chaîne YouTube pour voir les autres conférences disponibles qui sont en live et retransmises. Encore un grand merci à toi et merci à tous. Merci à tous.